Merci à tous et à toutes d'être encore là à cette heure tardive et de ne pas aller au spectacle ni à la méta-expérience. C'est meilleur ici. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Ici aussi, il n'y a plus de place. Tous les complets, ces chaises vides sont une expérience sociologique. En fait, c'est fou. Aujourd'hui, on a organisé un débat sur la motion que vous voyez ici. Il est possible d'évaluer l'influence génétique sur la réalité. Quelques mots sur les débats. Il y a plusieurs formes. Aujourd'hui, on a utilisé une forme qui s'appelle le débat style Oxford. Et donc, c'est des blocs. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des débats, mais il y a des prises de parole. Donc, on a Franck Ramu qui va défendre le oui pour la motion, Sama Karaki qui défend le non. Un débat, c'est tout le temps une affirmation. Donc, vous voulez faire une question, c'est juste important, c'est tout le temps une affirmation. Et pour mettre un peu d'enjeu artificiel dans le truc, on va faire un vote. Vous allez voter avant le débat, vous allez voter après le débat. Et l'équipe, genre la personne, c'est pas l'équipe, je suis habitué à organiser des débats ici, la personne qui gagne, c'est la personne qui a réussi à déplacer le plus de voix. C'est pas en absolu, c'est pas la personne qui est majoritaire, mais la personne qui a déplacé le plus de voix. Donc je vais vous demander de voter sur vos téléphones. J'ai préparé une sorte de mini questionnaire. Donc c'est très simple. On peut amender la motion d'abord. Pardon? Est-ce qu'on peut amender Qu'est-ce que vous voulez amender dans la motion? rajouter possible et souhaitable? Ah non. Là, après, c'est les débattants qui font ce qu'on appelle. On l'avait déjà bien négocié entre nous, là. Voilà. Vous pouvez aller sur menti.com, on va vous demander un code. Vous allez sur le code 5570927. Si ça marche, normalement, je vais voir en live vos réponses. Donc, je pense que je l'ai mis à jour. Si quelqu'un peut essayer, une personne déjà. Et si je ne vois pas les résultats apparaître, il faut juste que je relance l'expérience. Ok, c'est bon. Pardon? Parce que c'est pas à moi d'expliciter. Là, c'est comme vous la comprenez. Comme vous la comprenez. Et après, vous avez les débattants qui vont expliciter la notion. Exactement, vous allez revoter, on verra. Donc, moi, je vois les réponses en vrai, donc ça marche. C'est déjà pas mal. Vous êtes 9 à avoir voté jusque-là. Et une fois que je vais vous donner quelques minutes, une fois que ce sera fini, je vais noter. Et après, on refera la même chose. Donc, je pense que vous êtes peut-être 1500 personnes dans la pièce. Et donc, quand on sera... là, ça monte. Là, on est à 26, 28, je sais pas, à la louche. Une expérience sociale. À la louche, il y a combien de personnes dans cette pièce? 40. Okay. Voilà. 42. Oui, et aussi, c'est une très bonne remarque. Franck, contrairement à certains débats à Oxford, où parfois on tire à pile ou face, ils ont choisi leur camp. Après, il y a des moments où ils choisissent les camps, mais c'est vrai que parfois, par exemple, j'organise des débats avec une association qui s'appelle Chiasma, et à Chiasma, on tire au sort. Les gens ne choisissent pas quel est la camp. Aussi, quand on organise des débats de ce genre de débat d'habitude, j'y ai déjà pensé. Quand on organise ce genre de débat, à la fin, d'habitude, on fait un débrief des arguments pour essayer d'évaluer la qualité argumentative des différentes équipes. Ce soir, on ne va pas le faire pour des raisons de temps. Il faut que moi, j'ai beaucoup plus préparé et que je maîtrise le sujet. Je n'ai pas préparé et je ne maîtrise pas le sujet. Donc, je suis juste en train d'animer. On est à 58 réponses. Je ne vous donnerai pas ce que les réponses pour pas vous influencer. Moi, je les vois. Et donc, le format, ça va être oui. Juste, si on veut répondre, je ne sais pas, on est plutôt 3 ou on est plutôt skip? Oui. Oui. Je vais aller vous voir, vous allez me dire, vous allez me chuchoter à l'oreille. C'est entre 1 et 5. Ou bien personne ne se retourne, levez la main, dites-moi combien vous mettez entre 1 et 5. Ok, très bien, merci. Je calcule, je rajoute votre score au calcul. Et donc, comment ça va se dérouler? Ça va être en bloc. Donc, quand on a une motion, c'est tout le temps le oui qui commence. Donc, Franck Ramu va commencer, il va avoir 12 minutes pour faire ses arguments d'ouverture. Puis Sama aura 12 minutes pour faire ses arguments d'ouverture. Puis, Franck aura 7 minutes pour répondre. Sama aura 7 minutes pour répondre. Après, on aura 12 minutes d'échange avec vous. Vous allez pouvoir, et c'est très important cette phase, le but,
c'est de commenter ou de demander des clarifications sur des arguments qui ont été présentés. Le but, c'est pas de débattre avec les débattants, donc vous apportez pas de nouveaux arguments, c'est des clarifications sur les arguments qui ont été présentés ou des questionnements sur des points qui ont été abordés. Chaque personne qui va parler du public, vous aurez 1 minute, parce que c'est 12 minutes, et il faut qu'on maximise le temps pour tout le monde. Donc, essayez d'être bref et succinct. Et encore une fois, si vous allez apporter des arguments, je vais vous couper, je vais être un peu rude, je suis désolé, mais c'est la règle du jeu. Le but, c'est pas que le public soit partie prenante dans le débat, mais s'il y a des points d'éclaircissement, des arguments que vous avez entendus, que vous ne comprenez pas bien, ou vous sentez que l'argument est un peu fallacieux, ou que vous n'avez pas compris, vous pouvez demander des éclaircissements. Ça, ce sera 12 minutes d'échange avec vous. Et à la fin, il y aura 3-4 minutes d'arguments de clôture. On sera assez flexible sur les arguments de clôture pour finir. Et on vous reverra revoter. Et je vous donnerai les scores finis. Donc avant de me lancer, ça va, si tu veux me donner mon petit cahier pour que je note les scores initiaux. Mentimeter a un super site, pour ceux qui sont intéressés, qu'on utilise beaucoup quand on fait des questionnaires grand public, comme ce qu'on est en train de faire maintenant. Et j'aurais pu vous montrer la page. Et, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez les formats de débat mouvant, où les gens changent d'avis au cours du débat. On aurait pu faire ça avec Mentimeter, j'aurais pu mettre ce que moi je vois sur mon téléphone. Et au fur et à mesure que vous changez d'avis, il y a une courbe qui change d'avis en parallèle. Mais ça va trop vous influencer, donc on s'est dit, aujourd'hui on va faire ça comme ça. Peut-être dans le futur on fera un débat mouvant. Avant la technologie, avant les smartphones, on faisait des débats mouvants où on mettait une ligne blanche au milieu de la pièce. Les gens marchent au fur et à mesure qu'ils entendent des arguments, ils vont d'un côté, d'un autre, d'un côté, d'un autre, etc. Et donc là, on est à, je vais réviser, on a 66 votants. Donc on va se lancer. Monsieur Ramu, si vous voulez prendre la parole, je vais mettre debout et je vais prendre un minuteur quand vous commencez à parler. Vous avez 12 minutes pour vos arguments d'ouverture. Et ça va, si tu peux donner le micro. Ça, c'est avec les Franklin. Ceux qui connaissent. Et oui. Alors, c'est à vous. The floor is yours. Ok, merci. Alors, Monsieur le Président, Madame l'opposition, et Mesdames et Messieurs de l'audience, donc bienvenue dans ce débat où on va défendre la motion qui n'est pas écrite ici, mais qui est est-ce qu'on peut évaluer l'influence des gènes sur les traits individuels? Et donc, ma réponse est bien entendu oui. Et la meilleure preuve que la réponse est oui, c'est que on le fait déjà, et on le fait en fait depuis presque 100 ans. La première étude, c'était Barbara Burks en 1928. Alors, bon, je vais pas, ici on ne s'autorise pas à vous montrer tous les graphiques, les données, etc. Donc je vais vous l'expliquer avec les mains. Donc partons d'une situation simple avec laquelle vous êtes tous familiers. Les enfants ressemblent à leurs parents. Vous êtes d'accord? Donc les enfants ressemblent à leurs parents, vous le savez bien, vous l'observez. C'est clair sur les caractéristiques physiques. Et c'est relativement clair aussi sur les caractéristiques cognitives. Alors peut-être ça est moins pour vous, mais si vous n'en êtes pas convaincu, vous pouvez prendre une population de famille et puis faire passer des tests aux parents, faire passer des tests aux enfants et regarder la corrélation entre les scores des parents et les scores des enfants. Okay, ça a déjà été fait plein de fois, dont Barbara Burks en 1928. Et donc le résultat, donc si vous pouvez faire passer n'importe quel test cognitif, je vais parler de tests de QI par exemple, mais si vous n'aimez pas les tests de QI parce que vous pensez qu'ils sont très très méchants, pensez à un test de langage, à un test de vocabulaire, à un test de mémoire de travail, n'importe quoi. De toute façon, le QI, à la fin, c'est juste une moyenne pondérée de tout ça, c'est pas plus sorcier. Donc peu importe, n'importe quel test que vous voulez, la corrélation entre parents et enfants, elle va être d'environ 0,4, par exemple. Voilà. Donc, les enfants ressemblent à leurs parents sur des traits cognitifs. Maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce qu'on a dit quelque chose sur le fait qu'on a évalué l'influence des facteurs génétiques? Peut-être, parce qu'on se dit, oui, évidemment, les parents, ils transmettent la moitié de leurs gènes chacun à leur enfant. Donc, il y a peut-être de la transmission génétique derrière cette corrélation. Mais en même temps, vous avez tous immédiatement présent à l'esprit l'objection que, oui, mais c'est pas la seule chose que les parents transmettent à leurs enfants. Ils transmettent aussi tout un environnement.
Et donc, évidemment, on peut imaginer que les parents qui sont, par exemple, plus forts en langage, eh ben, ils vont offrir à leurs enfants un environnement langagier plus riche qui va permettre à ces enfants de développer un niveau de langage plus élevé. D'où la corrélation. Autrement dit, dans ce cas-là de corrélation entre parents et enfants, eh bien, on a potentiellement deux voies de transmission de la ressemblance. Et on n'est pas capable de dissocier les deux. Alors, comment on va faire? Eh bien, on peut prendre une autre situation, c'est ce qu'a fait Barbara Bosch en 1928, et regarder cette fois des enfants adoptés. Et regarder la corrélation des scores de ces enfants adoptés avec les scores de leurs parents adoptifs. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce cas-là? Que la corrélation est bien plus faible, 0,1. Elle n'est pas nulle non plus, ce qui montre bien que ces parents adoptifs, qui dans certaines études ont récupéré les enfants à la naissance, ils ont fourni un environnement qui a eu un effet et qui a augmenté la similarité entre le parent adoptif et l'enfant adopté. Mais on voit bien que c'est pas toute l'histoire et que dans le cas où l'enfant était élevé par son parent biologique, il y avait clairement beaucoup plus de similarités, et donc la comparaison des deux situations, ça laisse supposer que, voilà, dans le cas de la famille biologique, il y a quelque chose de plus qui se transmet, qui n'est pas transmis dans la famille d'adoption. D'où l'hypothèse raisonnable qu'effectivement, il y a en plus dans la famille biologique une transmission génétique de la similarité. Et donc, voilà, là, je vous l'explique comme ça avec les mains. Évidemment, on peut avoir envie de quantifier le phénomène, et dans ce cas, on fait des statistiques, on peut fitter un modèle là-dessus, qui va vous dire à la fin que, en gros, 50% de la similarité entre parents et enfants est transmise génétiquement, et 50% est transmise par l'environnement fourni par les parents. Voilà. Ça, c'est juste un premier cas de figure, une étude possible qu'on peut faire, mais c'est pas la seule. Donc, par exemple, avec des enfants adoptés, on peut aussi regarder la corrélation entre les scores des enfants d'une même fratrie, selon qu'ils sont frères et sœurs biologiques et qu'ils vivent ensemble, ou qu'ils sont frères et sœurs adoptés, et donc qui ne sont pas reliés génétiquement, et en vivant ensemble. Et là aussi, on voit que la corrélation varie et diminue quand ils ne partagent pas la moitié de leur génome. Et ainsi de suite. Donc, comme vous le savez sans doute, un autre cas de figure qui a été le plus exploité dans toute la génétique comportementale, c'est le cas des jumeaux, qui peuvent être des jumeaux monozygotes, des vrais jumeaux qui partagent 100% de leurs gènes, et des jumeaux dizygotes qui sont génétiquement similaires à 50%. Et qui, dans les deux cas, sont élevés dans la même famille, etc. Donc pareil, quand on constate que les vrais jumeaux qui sont génétiquement identiques sont plus similaires que les faux jumeaux qui ne sont pas génétiquement identiques, bien là aussi, on a envie de se dire, la plus grande similarité, elle est due au fait que, en plus de la similarité environnementale qui est de grandir dans la même famille au même âge, ils ont la similarité génétique. Et puis, vous pouvez encore décliner l'idée, vous voyez, tout le principe, en fait, de ces études, c'est de se dire qu'on essaye de trouver des situations qui arrivent naturellement, qui permettent de découpler, finalement, la transmission génétique de la transmission familiale. Et on a trouvé un certain nombre de ces situations. In fine, vous pouvez le faire avec à peu près toutes les paires d'apparentés, et en modélisant statistiquement la similarité génétique, la similarité environnementale. Et ça a été fait avec toutes les paires possibles d'apparentés, et le résultat est invariablement le même, c'est que, en gros, voilà, il y a 50% de facteurs génétiques et 50% de facteurs environnementaux. Donc ça, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle la génétique formelle, c'est celle qui estime finalement la part des différences individuelles qui est due à la transmission génétique ou qui est due à la transmission environnementale. Maintenant, une fois qu'on a ces résultats, qu'on a dit, bon, les scores dans tel test sont transmis à 50%, je le reformule. Les différences individuelles dans les scores à tel test sont dues pour moitié à des différences génétiques. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. On a juste dit, il y a quelque chose d'intéressant à étudier. Après, il faut faire le travail, il faut aller regarder dans le génome si on trouve effectivement des variations génétiques qui expliquent ces similarités. Et donc ça, pendant longtemps, ça n'a pas été possible, mais depuis les années 2000, ça commence à se faire, et maintenant, ça se fait à une échelle, on va dire, industrielle. Et donc là, on est dans une approche totalement différente. Alors oui, il faut savoir que les études de jumeaux, etc., ont été critiquées pour des raisons bonnes ou mauvaises, souvent mauvaises d'ailleurs, mais que là, on est parti dans une autre démarche qui n'a rien à voir, où on a des données complètement différentes.
génotype le génome des gens. On sonde par exemple 1 million de lettres dans leur génome et on va se demander dans quelle mesure ces différences génétiques expliquent les différences phénotypiques. Donc, par exemple, dans une grande population, dans une population de 100 000 personnes, on va regarder les personnes deux par deux, on peut les tirer au hasard, on les regarde deux par deux et on peut calculer à la fois la similarité génétique basée sur des données génétiques et plus sur des relations de parenté, et la similarité phénotype, donc la corrélation entre les scores qu'ils ont eu à des tests. Et là aussi, on se demande dans quelle mesure les différences génétiques expliquent les différences phénotypiques. Et donc, ces études ont été faites un certain nombre de fois maintenant dans les 10 dernières années, dans les 15 dernières années. Et elles disent aussi que une partie de ces ressemblances entre individus sont dues à des similarités génétiques. Alors, elles ne disent pas 50%, pour des raisons qu'on comprend assez bien, pour plusieurs raisons qu'on comprend assez bien, le fait qu'on ne mesure pas toutes les variations génétiques possibles dans ces études, et puis le fait qu'on ignore un certain nombre de choses, mais malgré tout, on arrive à des héritabilités de l'ordre de 20% pour des scores comme le QI, ce qui n'est pas 50%, mais on voit bien qu'on est en route pour atteindre des estimations comparables. Et moi, la manière dont j'ai l'habitude de le présenter, c'est de dire, bon, dans les études de jumeaux, il est possible qu'on surestimait un petit peu la part des facteurs génétiques, pour différentes raisons que je ne vais pas expliquer, et dans les études génomiques actuelles, on sait qu'on la sous-estime, parce qu'on rate tout un tas de variations génétiques, et donc, finalement, la vérité, elle est sans doute quelque part entre les deux, entre 20% et 50% de rôle des variations génétiques. Mais moyennant quoi? Moyennant cette grosse imprécision de mesure, on va dire, mais qu'on comprend, qui n'est pas arbitraire, moyennant quoi, les études génomiques, finalement, offrent une confirmation remarquable de ce que disaient les études d'adoption et de jumeaux depuis presque 100 ans, avec des méthodes complètement différentes, des données complètement différentes, des hypothèses et des modèles statistiques différents. Donc ça, c'est quand même, on a maintenant une convergence de données assez remarquable, qui complète aussi un troisième type d'études dont je n'ai pas parlé, qui sont les analyses de mutations génétiques. Le fait que certaines personnes ont des mutations génétiques dont on peut établir l'effet causal avec le fait que, par exemple, elles ont une déficience intellectuelle ou qu'elles ont tel ou tel trouble. Et là aussi, on a des moyens de déterminer la contribution de la mutation génétique ou de plusieurs mutations génétiques au phénotype de l'individu. On peut même l'étudier de manière quantitative, au-delà des cas particuliers. Vous savez, on a tous des mutations quelque part dans notre génome, on en a tous plusieurs. Et après, il y en a qui en ont un peu plus que d'autres. Et puis il y en a qui ont des mutations qui affectent une portion de l'ADN plus grande que d'autres. Et donc on peut quantifier finalement le nombre et la longueur des mutations que vous avez dans votre génome. Et ce qu'on voit, c'est que sur la population, plus les gens ont accumulé des mutations dans leur génome, et plus le QI moyen baisse. Vous voyez, c'est encore une autre manière de regarder ça. Donc finalement, on est dans une situation où en presque 100 ans, on a accumulé une masse extraordinaire de données qui disent toutes la même chose, qui disent, oui, il y a des facteurs génétiques qui participent à nos ressemblances, à la fois au niveau physique et au niveau cognitif. Donc voilà, ça sera ma première réponse à ce débat. Évidemment, c'est important, puisqu'il me reste 1 minute, de ne pas se tromper de question. La question, c'est est-ce qu'il est possible de le faire? Et éventuellement, est-ce qu'on trouve de telles influences génétiques? La question n'est évidemment pas de savoir si c'est bien de le faire, si ça peut être mal utilisé, si ça peut être bien utilisé, etc. On pourra avoir un débat jusqu'au bout de la nuit si vous voulez avec ça, mais là, pour l'instant, la question, c'est juste ça. Et donc, oui, clairement, c'est possible. Merci. Et maintenant, je laisse la parole à Madame Sama Karaki pour 12 minutes de ces arguments d'ouverture. Vous pouvez, tu peux répondre aux arguments, tu peux faire des arguments d'ouverture et répondre. Je te laisse la stratégie, en sachant que vous auriez 7 minutes et 7 minutes pour répondre aux arguments des uns et des autres. C'est parti pour 12 minutes de Florian. Merci. Je vais essayer d'intégrer les arguments de Franck dans mon argumentation, mais je vais faire un petit... Alors, d'abord, je vais préciser qu'on est tous d'accord, enfin, en tout cas, j'espère qu'on est tous d'accord, que nous avons... Les gènes ont une influence sur ce que nous sommes. Ce n'est pas la question, c'est presque une question rhétorique. La question, c'est si on peut expliquer ce que nous sommes par cette influence-là. Et c'est là où ça se gâte. Alors, je vais faire juste un petit retour sur l'histoire un peu de cette question de s'intéresser à la part de l'hérédité dans nos caractéristiques humaines.
Donc on peut le renvoyer à Sir Francis Galton, qui s'intéressait à mesurer, donc il était un peu... il a écrit le premier essai des analyses quantitatives des traits intellectuels, s'intéressait surtout à la question de l'intelligence. C'est un ouvrage, Le génie héréditaire. Ce même monsieur est le fondateur de l'eugénisme quelques années plus tard, qui cherche à améliorer la société en sélectionnant en fait les patrimoines génétiques les plus glorieux. Je ne vais pas aborder les conséquences sociétales de cette philosophie, de cette idéologie, mais on peut dire qu'il y a quelque chose qui est partagé avec le domaine de la génétique comportementale, c'est cette confiance implicite dans le pouvoir explicatif des gènes. Et ce pouvoir explicatif des gènes s'assoit sur deux, j'ai toujours ce terme assumptions, présuppositions. La première, c'est que le matériel moléculaire, c'est-à-dire qu'il est invariant. Et la deuxième, c'est qu'il y a une linéarité, une forme de linéarité entre les gènes et puis nos caractéristiques psychologiques et physiques. Alors, du coup, les premières analyses, donc c'était un peu les analyses qu'on appelle les gènes candidats. Je vais en citer quelques-uns. Donc, par exemple, s'intéresser aux liens linéaires entre XQ28 et l'homosexualité, entre D4DR et la recherche de nouveautés, monoamine oxydase A et les comportements agressifs. Et donc, en fait, on cherchait un lien linéaire qui explique les comportements et les traits complexes par un niveau réduit au niveau de nos gènes. Et à chaque fois, en fait, ces études se heurtaient par, elles passaient pas le test de l'applicabilité et elles étaient inconsistantes. Et en fait, ça peut expliquer, avant même que nous parlions de l'environnement, ça peut expliquer par des limites déjà expérimentales et des limites aussi de la nature de ce que sont les gènes. Donc en fait, je peux citer plusieurs façons pour que cette évaluation soit imprécise. Donc il y a d'abord la pénétrance qui peut être variable, ça veut dire la probabilité qu'un génotype s'exprime en un phénotype. Il y a l'expressivité qui peut être variable, ça veut dire que l'effet d'expression peut être divers. Il y a la variation des mutations. Il y a en plus le fait que un même gène il peut être impliqué dans plusieurs fonctions, pléiotropie, et puis aussi que une fonction elle peut être liée à plusieurs gènes, qu'on appelle les polygénies. Et donc on a compris que il y a quelque chose qui est quand même assez complexe. Il fallait passer à des technologies plus élaborées. Et c'est d'ailleurs Robert Plomin, qui est le pape de cette discipline, qui a dit arrêtez avec cette one gene, one disorder. Il faut qu'on considère que ces phénomènes sont beaucoup plus complexes. Et c'était un peu la naissance de l'ère, ce qu'on appelle l'ère post-génomique, avec les technologies qu'on peut d'ailleurs saluer, parce que ces technologies, elles ne considéraient plus que nos traits sont monogéniques, ils sont multifactoriels, donc ça nous a permis de comprendre mieux certaines maladies. Là où ça devient un peu problématique, c'est quand on va considérer que la même façon avec laquelle on va étudier l'influence de nos gènes sur notre taux de cholestérol, ça va être la même chose quand on étudie la réussite scolaire ou la probabilité qu'on divorce. Et j'ai lu une interview de Catherine Page-Arden que vous venez de traduire et qui dit qu'en fait, si quelqu'un, si on découvre dans les scores polygéniques de quelqu'un qui a un risque de développer une maladie liée à son taux de cholestérol, ça ne veut pas dire que c'est déterministe parce qu'il peut changer son mode de vie. Et bien pareil pour l'école. C'est là où je me dis, ce n'est pas aussi similaire qu'on compare des traits qui sont très complexes, comme la réussite scolaire, et puis des traits qui sont toujours complexes, mais un peu moins complexes, comme un taux de cholestérol. Alors, du coup, vous avez parlé d'héritabilité, qui est un concept mobilisé par la majorité de ces études en génétique comportementale et en sociogénomique. Et c'est ce concept d'héritabilité qui est en fait l'estimation de la part de la variance génétique qu'on peut attribuer à la variance génétique sur la variabilité de nos phénotypes, en fait, subissent trois limites. Je vais en citer trois, sans m'aventurer dans les détails techniques, et Franck, tu pourras me corriger après si je dis n'importe quoi, techniquement. Donc la première, c'est qu'en fait, elles partent de ce qu'on appelle Equal Environment Assumption, où on pense qu'on est en train de travailler dans un environnement qui est partagé et donc homogène. Quand on cite par exemple les jumeaux homozygotes et dizygotes,
je t'ai entendu dire, oui, ils grandissent dans le même environnement familial. En fait, non, parce que déjà, ils ne partagent pas le même milieu intra-utérin, et aussi la manière avec laquelle les jumeaux monozygotes répondent à l'environnement, en fait, n'est pas similaire. En fait, le fait d'être des vrais jumeaux fait qu'on n'est pas traités de la même façon. En général, ils ont un peu les mêmes amis, ils sont habillés pareil. Donc ça, c'est si vous avez, moi j'ai une grande famille, je peux vous dire, il y a plein de jumeaux et on les traite pas du tout quand ils sont similaires. Et ça, c'est anecdotique, c'est aussi des études sociologiques qui le démontrent. Donc en fait, on peut tomber dans ce piège de croire qu'on est en train de travailler dans un environnement similaire, mais en fait, on n'est pas en train de vraiment contrôler les différences. Ça aussi, ça a été produit quand on étudie les compétences entre hommes et femmes, en considérant qu'ils grandissent dans le même socio-économique, alors qu'en fait, les femmes ne sont pas vues de la même façon, juste parce qu'elles ont tel organe reproducteur ou pas. En fait, elles vont recevoir un regard différent, ce qui peut aussi expliquer une part de cette variabilité phénotypique à l'arrivée, qui n'est pas due donc à leur leur sexe biologique. Alors, deuxième niveau de limite, c'est quand on pense à la population aussi, on peut penser que nous sommes dans un environnement partagé, ce qui peut aussi être... alors, j'avais pensé à un exemple. Je sais pas si je suis en train de perdre du temps. C'est pas grave. Oui, alors oui, c'est la stratification des populations. Ça veut dire qu'en fait, les sous-populations humaines, en fait, il y a des variations, des différences systémiques au niveau de la fréquence des allèles dans les sous-populations humaines, ce qui fait qu'un facteur environnemental peut à la fois être associé à des marqueurs génétiques, mais aussi à un phénotype observé. Je donne l'exemple, par exemple, si vous prenez des populations noires américaines, elles vont, c'est un facteur environnemental qui est la discrimination, qui va avoir un marqueur génétique qui est lié simplement à la généalogie de cette population-là. Et puis aussi, il va avoir, par exemple, un phénotype lié aux compétences intellectuelles, qui sont en fait tous les deux liés à la discrimination et à l'histoire de cette population. En fait, ça va faire un facteur confondant, et on va penser qu'on est en train de créer, de lire une linéarité. Donc ça fait partie de l'histoire noire de cette discipline, dont vous vous méfiez aujourd'hui, mais ça ne suffit pas de se méfier, parce que l'erreur méthodologique, elle est toujours présente, puisqu'on ne sait pas quel facteur environnemental est invisible. La deuxième limite, ça peut être un biais d'échantillonnage, c'est-à-dire que est-ce qu'on est en train de regarder des populations vraiment diverses? Quand Plomin aussi, il s'exprime dans l'architecte invisible en disant que la famille et l'école n'ont pas d'effet sur la réussite scolaire, est-ce qu'il n'est pas en train de parler d'un certain environnement dans lequel la famille et l'école, en fait, produisent un effet qui est homogène. Donc ce n'est pas parce qu'une variable environnementale n'a pas d'effet ou ne varie pas qu'elle n'a pas d'effet. Et donc c'est en cela aussi qu'on peut porter une critique par rapport à ces techniques-là, c'est qu'elles sont faites souvent dans des conditions, ce qu'on appelle des pays weird, ou western, industrialisés, éduqués, démocrates, riches. Et donc ce qui fait qu'en fait ça ne représente absolument pas une idée qui peut être généralisée aux 85% du reste de la planète. Donc ça peut être, en fait, ça ne fonctionne que dans cet échantillon-là, ça ne peut pas être généralisé pour pouvoir dire que tel phénotype est lié de telle manière au patrimoine génétique. Et puis après, il y a un vrai problème de réplicabilité de ces études. Il y a beaucoup de chercheurs qui essayent de recenser et qui trouvent que quand on change de population, et ben en fait ces scores ne sont plus les mêmes. Et est-ce qu'on pourrait expliquer pourquoi en fait on n'en est nulle part? Parce que même si on essaye à chaque fois de dire on prend en compte les facteurs ancestraux, on prend en compte le niveau socio-économique, mais en fait on ne sait pas qu'est-ce qu'on n'est pas en train de prendre en compte. En fait, devant cette complexité, on ne peut pas placer les humains dans des conditions d'élevage, avec vraiment un vrai contrôle de l'environnement. Donc en fait, est-ce que c'est possible? J'en sais rien. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Non, parce que nous n'avons pas les méthodes qui peuvent nous certifier que nous sommes en train de prendre en compte toutes les variables environnementales invisibles. Tous les 10 ans, on dit « Ah, il y a cela, et il y a ceci », et ça, on ne les a pas pris en compte.
En attendant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un abus de langage qui n'est pas juste attribué à la communication journalistique, mais aussi attribué aux chercheurs eux-mêmes. Je cite par exemple Dinheimer, qui lui-même, il a appelé précaution à avoir moins de confiance dans ce potentiel explicatif, et qui lui-même, en fait, 2 années plus tard, il publie qu'il y a un lien entre le gène VMAT2 et puis la transcendance religieuse qu'il a appelée le good gene. Donc, est-ce qu'on ne serait pas plus gagnant d'être dans une unité qui reconnaît que nous n'en savons pas grand-chose, et puis qu'on n'utilise pas en fait l'impasse moraliste, mais qu'on se dise que ce n'est pas juste une question parce que ça a une répercussion très grave sur la société, mais c'est aussi en fait c'est qu'il y a un vrai problème épistémologique au sein de cette discipline. Donc ce n'est pas juste que c'est une science dangereuse, c'est une mauvaise science. Merci beaucoup, Sarah. Pour le public, on vient de finir avec les arguments d'ouverture. Maintenant, on va écouter nos débattants dans 7 minutes pour répondre. Donc, j'espère que l'idée du débat, c'est aussi que vous vous habituez à identifier c'est quoi un argument, comment ça marche, etc. Donc, un argument, c'est des prémices. Plusieurs arguments doivent converger vers la notion. Et donc là, on a ce qu'on appelle le droit de réponse, où on va commencer avec Franck qui va répondre, ou objecter, ou compléter, ou questionner les arguments de Sama, puis Sama, puis ce sera essayez de formaliser les mots déclaratifs que vous êtes en train d'écouter en format d'argument pour que vos questions soient recevables. Franck, 7 minutes, merci. Ok, donc là, Sama a convoqué, on va dire, un certain nombre d'arguments classiques qui sont habituels à l'encontre de la génétique comportementale. D'abord, vous remarquerez qu'elle a commencé par reformuler la notion en parlant d'explication. Bon, la notion ne contient pas de mot d'explication. Il s'agit, est-ce qu'il est possible d'évaluer l'influence génétique? Donc, on va en rester là. Bon, elle a également fait quelques remarques à Robert Plomin ou à d'autres généticiens. Moi, personnellement, j'ai jamais dit que les parents et l'école n'avaient aucune influence sur les enfants. Donc, elle ne s'applique pas à moi, ces objections. Donc, finalement, les remarques de Sama, elles mettent en évidence quoi? Que, effectivement, si on veut expliquer ce que sont les individus, les idées naïves qu'on avait il y a longtemps en disant on va trouver le gène de l'intelligence, ça, clairement, ces idées, elles sont très vite fausses. Et donc, on s'est rendu compte que oui, on va peut-être arriver à expliquer, mais ça va être des explications complexes, très complexes. Mais des explications complexes sont quand même des explications. Après, un certain nombre de phénomènes qui sont effectivement des phénomènes classiques, donc par exemple les phénomènes de pénétrance incomplète, le fait que une mutation donnée d'un même gène ne va pas toujours produire le même résultat. Et on voit ça dans des familles, par exemple, où ils sont plusieurs membres à avoir la même mutation, et pourtant ils n'ont pas toujours tous le même trouble. Donc ça, effectivement, ça montre que un même facteur génétique n'a pas toujours le même effet. Et pourquoi il n'a pas toujours le même effet? Ça peut être pour 2 raisons. Ça peut être parce qu'il est dans un contexte génétique qui est différent, parce que les frères et sœurs qui ont la même mutation, le reste du génome, il n'est pas forcément pareil. Donc, cette mutation particulière, elle va s'exprimer au sein d'un génome qui est différent. Donc, on va appeler ça les interactions gène-gène. Ou alors, ça peut être qu'il y a des facteurs environnementaux qui diffèrent entre ces frères et sœurs qui ont la même mutation et qui vont faire que la mutation va avoir des effets différents en fonction de l'environnement. Et ça, on appelle ça les interactions gène-environnement. Donc, clairement, les 2 cas de figure existent et ils participent à la complexité des relations entre le gène et le phénotype. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a à peu près rien dit. C'est-à-dire que c'est un petit peu toujours la même rengaine dans les critiques de la génétique comportementale. On pointe des critiques et on s'en sert pour dire « et donc, tout ça c'est n'importe quoi ». Ben non, ça ne marche pas comme ça en science. Les critiques, on les écoute, on les prend en compte, on regarde dans quelle mesure elles altèrent la conclusion et puis on en fait quelque chose. Tout ça, ça se teste finalement. Les questions de pénétrance incomplète, en fait, aujourd'hui, si on pense qu'il y a des interactions gène-gène, on est capable de les tester dans le génome. Si on pense qu'il y a des interactions gène-environnement, on est capable de les tester aussi, parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas que des études génétiques basées sur le génome, on prend aussi en compte des variables qui sont mesurées dans l'environnement. Et les interactions gène-environnement, par exemple,
entre les prédispositions génétiques de l'enfant et le milieu socio-économique dans lequel il grandit, on le prend en compte, en fait, on le teste, il y a des études qui le testent, je peux donner les références. Donc en fait, toute cette complexité, elle commence à être prise en compte. Et on n'en est évidemment qu'au début. On est capable de mesurer le terrain génétique par des scores polygéniques et de voir si la mutation qu'ont les différents frères et sœurs, elle produit un effet sur le phénotype en fonction du score polygénique. Donc tout ça, finalement, ce sont des facteurs de complexité, mais qu'on sait prendre en compte. La limite, c'est juste, est-ce qu'on a des populations suffisamment grandes pour faire les tests statistiques? Pareil, le fait que les effets des gènes ne soient pas forcément linéaires, ben c'est pareil, on sait parfaitement le modéliser avec d'autres fonctions que des fonctions linéaires. Et puis, la critique sur les études de jumeaux, alors, bon, Sama a parlé de l'hypothèse des environnements également similaires entre les jumeaux monozygotes et les jumeaux dizygotes, qui est une grosse tarte à la crème qui est renvoyée depuis 50 ans aux études de jumeaux. Pour les balayer encore d'un revers de main, en fait, c'est une critique classique. Il suffit pas de dire que les jumeaux monozygotes sont traités de manière plus similaire que les jumeaux dizygotes. Encore faut-il le prouver. Donc, les critiques de la génétique comportementale n'ont pas fait grand-chose pour le prouver. Mais les généticiens comportementaux, eux, ils ont fait des études pour aller regarder dans les familles et essayer de mesurer si les jumeaux monozygotes étaient traités plus similairement que les autres ou pas. Ils n'ont pas trouvé grand-chose. Il y a eu tout un tas d'études qui ont essayé de décortiquer. Par exemple, on a exploité le fait que, à la naissance, on détermine si les jumeaux sont monozygotes ou dizygotes essentiellement à l'apparence. On ne fait pas un test génétique pour savoir s'ils sont vrais ou faux jumeaux. Et donc, dans une partie des cas, on se trompe. Et donc, il y a des études qui, plus tard, ont fait le test génétique des jumeaux et qui ont déterminé les cas dans lesquels l'attribution de monozygote ou dizygote à la naissance était erronée. Et du coup, ils ont recalculé si ça affectait la similarité des jumeaux à l'arrivée. Et donc, ils ont trouvé que ce qui détermine la similarité des jumeaux à l'arrivée, c'est leur vraie zygocité, et c'est pas ce que les parents croyaient qu'était la zygocité. Autrement dit, la manière dont les parents vont traiter plus ou moins similairement les jumeaux, c'est pas ça qui explique les différences de similarité entre jumeaux monozygotes et dizygotes, et donc ça n'affecte pas plus que ça les estimations des facteurs génétiques. Donc, vous voyez, il y a un cortège immense de critiques qui ont été émises vis-à-vis de toutes ces études, et on a l'impression que les critiques, ils s'en servent juste pour discréditer, mais en fait, ils écoutent même pas les réponses qui ont été apportées, ils ne regardent même pas les études qui ont testé toutes ces hypothèses et qui ont regardé si elles étaient vraies ou si elles étaient fausses. De même, pour l'histoire de la stratification de population, on sait bien évidemment qu'il y a des sous-populations qui sont génétiquement différentes, et c'est évidemment pris en compte dans les études génomiques. On quantifie une énorme matrice de similarité génétique de la population, on en fait une analyse en composantes principales, et on prend les 10 premières composantes principales et on les ajuste dans les modèles statistiques. Et ça permet de contrôler une grande partie de la stratification de population de ces études. Et si jamais c'était pas suffisant et qu'on soupçonnait qu'il y avait encore des corrélations entre des facteurs génétiques et environnementaux dans les études, on a encore l'option de refaire l'étude en intrafamilial. C'est-à-dire qu'on va analyser des frères et sœurs qui grandissent dans la même famille et on va tester dans quelle mesure les différences de similarité génétique entre frères et sœurs dans la même famille expliquent leurs différences de similarité phénotypique. Et à nouveau, on trouve que oui, effectivement, ces différences de similarité génétique expliquent de la similarité phénotypique. Alors même que c'est dans la même famille, ils sont élevés par les mêmes parents, dans le même milieu social, dans le même quartier, ils vont à la même école, etc., etc. Donc toutes ces explications, soi-disant, qui auraient pu expliquer la similarité phénotypique, tombent. Donc c'est pour dire que, en fait, on a beaucoup de réponses à toutes ces critiques et aucune, finalement, ne s'est avérée très pertinente. Finalement, ce qui se passe, c'est que la génétique comportementale est juste une science comme les autres. Elle essaye de modéliser la réalité et elle le fait avec des modèles qui sont forcément imparfaits. On n'a pas toutes les variables en main, on explique une partie de la variance, mais de ce point de vue-là, on ne fait pas pire que n'importe quel sociologue qui mesure le niveau socio-économique de la famille et qui essaie d'expliquer la réussite scolaire. En fait, on a beaucoup plus de variables en main que le sociologue. Donc, voilà, c'est juste une science comme les autres qui essaye de modéliser le monde comme les autres et qui le fait pas si mal que ça, je trouve. Merci. Le lead button, comme on dit. Et maintenant, ça va pour 7 minutes 30, si on veut respecter. Je te dirai quand il y aura 1 minute encore. Et à toi, le public, n'oubliez pas, après ça, c'est à vous, 1 minute par personne, des clarifications, des questions, pas de nouveaux arguments.
Oui, alors je vais peut-être d'abord commencer par l'idée que les critiques dans lesquelles on vous bassine depuis 50 ans ou depuis 100 ans, mais c'est pas parce que ça fait très longtemps qu'on redit les mêmes critiques qu'elles n'ont pas de valeur. C'est peut-être aussi parce qu'on n'est pas écouté de l'autre côté. Albert Jacquard, il a dit la même chose il y a 40 ans et ça continue. En fait, il a simplement rappelé la complexité de l'humain, la complexité de l'expérience humaine, la complexité des environnements qui peuvent nous être invisibles. Et en fait, qu'est-ce que j'entends en face? Donc j'entends une lassitude de ces critiques. Et en fait, j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse, que ces critiques ne sont pas écoutées, alors que nous, pour que je puisse venir vous répondre, j'ai regardé ce que vous avez comme réponse à ces critiques-là, parce que bien sûr, sinon je me serais ridiculisée. Après, vous dites, et je l'entends aussi dans les ouvrages et les articles grand public, qui, voilà, Catherine Page Arden ou d'autres stars de ce domaine, j'entends toujours qu'on est conscient de la présence de telles limites, on est conscient de la présence de telles limites, mais ça ne suffit pas d'être conscient de la présence de telles limites, il faut aussi se dire, revenons au laboratoire, faisons encore plein de choses avant qu'on ose se prononcer sur les politiques sociales, parce que sinon, ce ne serait pas un problème sinon. C'est-à-dire, on sait qu'il y a la stratification de population, on essaye d'y répondre par telle méthode. Oui, mais qu'est-ce qu'on en sait? On sait qu'il y a peut-être des facteurs qui sont partagés, qu'on n'en a pas conscience. Qu'est-ce qu'on en sait? C'est-à-dire un peu comme si tous les poissons baignent dans l'eau, on va dire, est-ce que ces poissons ont conscience de l'eau? Non. Alors, on en sait, en fait, on est limité dans le simple fait que la complexité des situations dans lesquelles nous vivons sont juste phénoménales, et donc juste se dire ce que tu viens de dire aussi, qu'on est au début. Alors là, ça me plaît de dire oui, on est au début. C'est très bancal en fait ce début, et donc ça, je suis beaucoup plus rassurée de se dire qu'on est au début. L'avancée de cette discipline n'est pas que technologique, elle implique aussi d'assumer deux réalités. La première, que nous sommes des êtres situés, c'est-à-dire, c'est obscurantisme de la sociologue. Donc, on est des êtres situés, on est des êtres qui ne peuvent pas du tout être compris et analysés par des démarches réductionnistes, que ce soit par les sciences génétiques ou que ce soit par les neurosciences. On ne peut pas étudier ou essayer d'évaluer quelque chose comme ça, un chiffre, un pourcentage, à un niveau donné. Chaque fois qu'on a essayé, on s'est rendu compte que que c'était impossible de démêler beaucoup de ces facteurs. Si, en fait, je t'entends dire, on arrive à démêler telle ou telle chose, en fait, comment vous êtes sûr que vous êtes en train de prendre en compte tous les facteurs confondants qui peuvent, d'ailleurs, ce serait intéressant de regarder quels sont les experts de ces facteurs confondants, les experts de ces principes démographiques et situationnels, qui sont les sociologues, à qui vous fermez la porte. Après, c'est dire qu'on considère que c'est pas sérieux ce que les sciences humaines et sociales font, alors qu'en fait, et les sciences sociales et humaines disent quelque chose de très intéressant, c'est que tout savoir est aussi situé. Parce que j'ai l'impression que vous me dites, en fait, les critiques, et ça c'est aussi l'erreur que l'on peut faire quand on considère que toute critique qui arrive sur la scène, c'est une critique qui est idéologique. Alors en fait, non, parce que le savoir est situé aussi dans une idéologie donnée, les faits n'arrivent pas comme ça sur la table, sans opinion, sans que ça soit déjà coloré par une position du chercheur ou de la chercheuse. Et en fait, il faut avouer qu'il y a un standpoint, qu'il y a une perspective donnée qui fait quelles questions on pose, quel protocole on utilise, quelle rigueur nous avons dans l'interprétation de nos résultats, et puis quelle confiance nous avons à la communiquer au public. Parce que c'est aussi cette confiance avec tout ce que tu dis. On est au début, on sait qu'il y a des limites. Alors là, je regarde la confiance avec laquelle on peut s'exprimer sur des phénomènes sociaux, disant qu'en fait, on est capable de se prononcer même sur la justice sociale, et c'est là où ça devient, mais en fait non, c'est intéressant cette discipline, qu'elle continue à s'intéresser sur nos maladies multifactorielles, mais de là à imaginer qu'avec le peu de connaissances qui sont solides aujourd'hui, parce qu'en fait aussi, quand on parlait comme ça, je veux bien savoir, quelles sont les connaissances solides, réplicables, sur lesquelles on peut dire que nous pouvons prédire mieux que les sociologues quelle démarche il faut prendre pour agir sur le système scolaire, par exemple. Parce que pour le coup, les sociologues ont beaucoup d'idées qui sont causales, vérifiées, et on peut commencer par là. Merci. Donc, le public.
pouvoir faire la police. 1 minute par personne. Je vais voir combien de personnes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va prendre ces 10 questions. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser? Il y a de la place pour 2 autres personnes encore. On peut faire 12 questions. C'est 1 minute par question maximum. Il faut qu'ils répondent. Il faut qu'ils fassent leur argument de clôture. Et il est pas noté. On va commencer par vous, monsieur. C'est quoi votre question? Encore une fois, je vais peut-être être rude et dire votre question est inacceptable parce que c'est un nouvel argument, etc. Et que c'est sympa et c'est pas contre vous. Allez-y. Donc j'ai une question, je vais partager les noms. Je n'ai pas de micro sans fil. Je vais répéter ce que vous dites. Je vais une question pour monsieur faveur de oui. Il y a un argument qui m'a posé problème, c'était sur la question il faut juste avoir un échantillon suffisant pour pouvoir traiter les biais. Or, c'est quelque chose qui est factuellement faux. La taille de l'échantillon n'a jamais réduit les biais, éventuellement pour prendre plus de facteurs de confusion, plus de la liberté, mais ça ne me paraît pas du tout être un argument. C'est pas parce que l'échantillon est plus grand qu'on réduit les biais. Donc je vais répéter la question, pour ceux qui ne peuvent pas entendre. Monsieur dit qu'il a une objection à un des arguments présentés par Franck. Franck a dit à un moment, pour réduire les biais, il suffit juste d'utiliser des échantillons plus grands, et on manque de données, avec plus de données, on va en faire plus. Et monsieur dit, non, avec plus d'échantillonnage, ça ne permet pas de réduire les biais. Donc monsieur a raison, mais non, je n'ai pas dit ça. J'ai expliqué comment on réduisait certains biais en prenant par exemple certains facteurs confondants en compte dans les modèles statistiques. Ça, c'est une manière de réduire les biais. Ce que j'ai dit, c'est que le pourcentage de différences individuelles qu'on est capable d'expliquer avec les facteurs génétiques, ça, c'est une question de puissance statistique. Donc plus on augmente la taille de la population, et plus on est capable de détecter des effets petits qui, cumulativement, expliquent une grande part des différences individuelles. Et donc c'est ce qu'on voit sur les études génomiques actuelles. Quand on a démarré avec 100 000 personnes, eh ben on arrivait à expliquer 5% des différences individuelles. Quand on est passé à 1 million, on en explique 11%, et maintenant quand on est à 3 millions, on en explique 15%. Et évidemment, on ne va jamais atteindre 11%, on est sur une asymptote, etc. Mais on voit qu'on a encore un petit peu de marge de progression. Merci. Oui. Monsieur Radu, vous avez dit à un moment que la sociologie apportait des critiques intéressantes, le champ de recherche a tenu compte, et à la fin, vous avez fait une conclusion en disant quelque chose que j'ai interprété peut-être à tort, comme la sociologie, ça apporte pas grand-chose finalement. Est-ce que vous pourriez clarifier votre connaissance de la sociologie et ses apports éventuels quant aux réflexions sur ce domaine? Donc la question, je ne sais pas si vous entendez au fond, est-ce que c'est quelque chose de répondre ou... Ok, je réponds. Je répète. Pline, je connais son nom, je ne vais pas faire ça, je ne connais pas. Je pose la question à Franck qu'à un moment il a parlé de la sociologie comme quelque chose qui apporte des choses, puis que ça n'apporte pas de choses, on ne sait pas. En gros, il demande de clarifier ses connaissances sur la sociologie et ce que éventuellement ça peut apporter ou pas à cette discipline génomique. Oui, donc j'ai pas dit que la sociologie n'apportait rien. J'ai dit qu'elle faisait son travail de regarder les influences des effets des facteurs sociaux sur les phénotypes, et que la génétique comportementale ne fait pas pire. Et en vérité, je pense qu'elle fait mieux, et je vais expliquer pourquoi. Ça m'a tout à l'heure a conclu sur le fait qu'on ferait mieux de s'intéresser à ce que disent les sociologues, parce que eux, ils savent se mesurer les facteurs qui ont un réel effet causal. Mais évidemment, dans les études génomiques, et les sociologues sont inclus, il y a même des études qui sont conduites par les sociologues eux-mêmes, et évidemment, ils savent mesurer les facteurs sociaux, et on utilise dans nos études exactement les mêmes variables que les sociologues utilisent. Donc le niveau d'éducation des parents, par exemple, le niveau de revenu du foyer, toutes les variables auxquelles les sociologues ont accès sont incluses dans les bases de données génomiques et peuvent être utilisées comme des facteurs en plus des facteurs génétiques. Et vous voyez que là, quand on fait ça, on a des modèles qui sont d'une complexité supérieure à ceux des modèles des sociologues qui incluent les mêmes variables sociologiques, moins les facteurs génétiques, et qui croient avoir des résultats causaux, alors qu'en fait, ils ne savent même pas si les corrélations sociales qu'ils sont en train d'observer ne seraient pas en partie transmises génétiquement. Si. Troisième question, monsieur, ouais. Merci. Une question pour... Je marche de l'avant vers l'arrière. Vous allez être à terminer, peut-être. Oui, allez-y, monsieur. Une question pour... Pardon? C'est à la fin, je vais partir du front, du devant jusqu'à l'arrière. Donc j'arriverai à la fin.
Une question pour le continent dans les derniers arguments qui ont été avancés par rapport à la justice sociale et au fait qu'il faut prendre en compte ce que dit l'école, à peu près. Est-ce qu'on n'est pas dans un homme de paille, puisque ce n'est pas l'objet du débat, et ce n'est pas ce qui avait été défendu par le Conseil? Donc, monsieur pose une question à Samar, il dit à un moment, vous avez inclus dans votre argumentaire qu'est-ce qu'on devrait faire ou pas, etc. Et est-ce que ce ne serait pas un homme de paille comparé à la motion, que la motion est définie comme évaluer et pas quoi en faire? Merci, c'est marrant parce que souvent les hommes de paille viennent du camp adverse. Alors, s'il était possible, en fait, pourquoi ce serait dangereux de penser que cette discipline peut s'intéresser à la justice sociale? C'est justement parce que c'est impossible. Et comme c'est impossible, parce que c'est ça que je défends, et ça donne l'impression que ça l'est, et ben ça se prononce sur comment il faut modéliser la société. Et je suis désolée, mais pour moi, ce sont des facteurs objectifs, biologiques, scientifiques. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on parle de politique sociale qu'on est sorti de la biologie. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est toujours attribué à la critique de ces domaines. Quand on prend des décisions politiques scolaires, par exemple, en considérant que tel dispositif a ou pas un effet, parce qu'on renvoie à la génétique une part des phénomènes de reproduction sociale, par exemple, ben en fait, on est en train de prendre une décision biologique aussi. Et donc, si c'était possible, je dirais, continuez à travailler dans votre coin. Je viens de ce domaine. Hein. Je fais un master en biologie évolutive et je travaillais 5 ans dans un laboratoire qui s'appelait Gene Regulation of Adaptive Behaviors. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui... ça veut dire la régulation génétique des comportements adaptés. Par contre, on fait ça chez les rongeurs. Les rongeurs, on ne se pose pas de question de est-ce que je vais réussir dans la société. Et donc, en fait, moi, ce que je dis, c'est qu'en continuant, arrêtons de nous prononcer sur des traits complexes tels qu'ils sont posés dans les domaines de sociogénomics aujourd'hui. Ça veut dire réussite scolaire, probabilité de divorcer, pour qui je vais voter, à quel âge je vais avoir mon premier enfant. C'est en ça que je trouve que ça devient quelque chose qui est inquiétant. Si ce n'était pas les questions posées par cette discipline. Et c'est en cela que je pense qu'il est impossible, parce qu'on est en train de toucher à des traits qui sont très complexes. Et même si on prend en compte certains facteurs confondants, on n'est pas sûr d'être en train de prendre tous les facteurs confondants. Et donc ça rend ce protocole expérimental fallacieux, en tout cas manquant, jusqu'à ce qu'on puisse dire qu'on a fait le tour, qu'on a trouvé une autre planète sur laquelle on met les mêmes êtres humains et qu'on regarde dans tel dispositif, dans telle circonstance, qu'est-ce qu'ils deviennent, et du coup calculer une vraie héritabilité, et ensuite on pourrait dire qu'on peut se prononcer sur ce qu'il faut faire. Voilà. Si c'était pas, en fait, du coup, ces disciplines qui se prononcent sur la justice sociale, j'aurais pas abordé cette notion. Merci, Samar. On a encore combien de questions on a encore 1, 2, 3, 4, 5. Le monsieur à l'arrière, vous avez changé d'avis? Non, c'est bon, je serai répondu. Ah, c'est la même? Ok. 5 questions encore. Allez-y, monsieur. Bonjour. Moi, j'aimerais savoir, en fait, qu'est-ce qu'on essaie de définir comme traits individuels et comment est-ce qu'on les quantifie, en fait. Si on cherche à mesurer la probabilité de se mettre en colère chez une population, comment est-ce qu'on mesure la colère chez les gens? Une bonne question. C'est juste le format du débat. Elle est pour qui? Alors, je pense que c'est pour les deux. Il faut choisir. Bon. Pour monsieur. Pour monsieur. Donc, c'est quoi les facteurs individuels? Comment on les mesure? Ça dépend de la question qu'on pose. Hein. Moi, j'ai parlé de score dans des tests. Donc là, on est dans la performance cognitive de certaines fonctions cognitives par rapport à d'autres. Donc voilà, les tests. Il faut que j'explique ce que c'est un test cognitif, ou c'est ça la question? Non, mais... Sinon, on a parlé d'autres traits possibles. Enfin voilà, vous parlez de violence. Si on veut savoir quel est le niveau d'agressivité des individus et comment ça se répartit dans la population, et ben on a ce qu'on appelle des échelles standardisées pour mesurer ça. Autrement dit, alors pour l'agressivité qui a un comportement manifeste, ça peut être observé par des observateurs extérieurs qui vont répondre à des questions sur une échelle sur le comportement de la personne en question. Sinon, on pourrait prendre un proxy qui serait par exemple le nombre d'arrestations par la police ou le nombre de condamnations par la justice, si on veut chercher des faits délictueux.
ou alors si on est plus sur des traits qui sont internes à la personne, par exemple des états subjectifs, est-ce que les gens sont anxieux, est-ce qu'ils se sentent en colère, etc. Ben c'est pareil, il y a des questionnaires standardisés qu'on fait remplir aux gens, est-ce que vous vous sentez comme ci, est-ce que vous vous sentez comme ça, est-ce que vous... Et à la fin, l'essentiel, c'est que tous ces questionnaires, à la fin, peuvent donner un score qui est une quantification de la propriété de la personne qui nous intéresse. Voilà, et ça peut se traiter comme une variable dans un modèle statistique. Et c'est évidemment une mesure qui est imparfaite, qui ne capture pas toute la complexité du trait, etc. Mais c'est aussi bien qu'on sait faire. Et si on n'accepte pas ce genre de mesure, dans ce cas, bah, on n'en parle pas. Mais donc ni les généticiens, ni les sociologues, ni les psychologues, dans ce cas. Nous, on n'a rien à voir avec le débat. Moi, j'ajouterais que c'est possible, mais vraiment dans un échantillon donné. C'est ça qui. C'est-à-dire, ça ne dit rien du tout, parce que qu'est-ce que c'est l'agressivité et la colère? C'est un phénomène très culturel. Chez moi, on se dispute quand on s'aime. Je veux dire, voilà, on se crie dessus alors que c'est juste une discussion. Donc en fait, il faut vraiment aussi savoir qu'est-ce qu'on est en train d'observer, dans quel contexte, dans quelle histoire aussi de cette population. Et voilà, donc en fait, ça va avoir du sens, et je pense que c'est pour ça qu'on est en train d'en débattre, c'est-à-dire que cette discipline, elle n'est pas... D'ailleurs aussi, je reviens juste un petit point, c'est-à-dire que je n'ai jamais dit que tout ça, ça sert à rien. C'est pas parce qu'on critique qu'on dit que tout ça, ça sert à rien. Par contre, on dit qu'il faut s'exprimer vraiment à la hauteur de ce qu'on en sait. En tout cas, il faut communiquer à la hauteur de ce qu'on en sait. Donc, quand on évolue des traits complexes et culturels, comme par exemple se mettre en colère, je pense qu'il faut préciser où est-ce qu'on est en train de le faire, et pour le moment, ça se passe dans les sociétés occidentales. Merci. C'était la même question. C'était la même question. On est en train de faire en question, c'est-à-dire on est en train de gagner en temps. Ouais, les émotionnels, et après j'arrive sur les 3 personnes là-bas, et après c'est fini. Est-ce qu'il y a encore d'autres que les 3 personnes là-bas? 4, ok, 4 questions. Tu me diras. Je te laisse jusqu'à la fin. Allez-y, monsieur. Oui, en fait, bah, comme effectivement, madame a un peu changé la question au départ, comme l'a fait remarquer M. Ramus, je me demandais finalement les arguments qui sont avancés par madame. Si on prend comme question, il est possible d'évaluer l'influence sociale sur notre trait individuel, en quoi les arguments changent? Ok. Donc la question, c'est... Je vais juste faire la fin, sans introduction, parce que la question est valable. Le dire n'est pas valable jusqu'à l'arrivée de la question. C'est... Donc là, madame, qu'est-ce que tu répondrais à? Il est possible d'évaluer l'influence sociale sur notre trait individuel? Bah, non, en fait, ça veut dire qu'il faut... Déjà, qu'est-ce que ça veut dire social? C'est-à-dire quel facteur on est en train d'analyser? Au moins, ça a le mérite de préciser de quoi on parle. C'est-à-dire, est-ce que je peux mesurer l'effet de la présence de fibres optiques sur la réussite scolaire? Oui. Est-ce que je peux évaluer un dispositif scolaire, son effet sur la réussite scolaire? Oui. Est-ce que je peux évaluer le niveau socio-économique et son impact sur plein de paramètres de nos vies? Oui. Ça a été fait, c'est causal et c'est solide. Et ça a été fait, donc en fait, ça précise toujours où est-ce qu'on est en train de l'étudier. Et en fait, je trouve que, voilà, par contre, ça a le mérite de préciser de quel facteur on est en train de parler et sur qui on est en train de l'étudier. Est-ce que la présence de parcs à côté des maisons change des paramètres de notre santé mentale? Oui, voilà. Et, je veux dire, je peux m'amuser à vous citer des millions d'études causales entre un changement, des fois minimal, dans la vie des enfants et l'influence sur des paramètres psychologiques ou de performance ou académiques. Nos compétences reposent sur nos corps et nos corps sont influencés par plein de phénomènes sociaux. Et moi, je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas d'influence non plus de notre patrimoine génétique. Je dis juste qu'il est impossible de l'évaluer tel qu'il est aujourd'hui étudié parce qu'on n'a pas. Parce que pour pouvoir l'évaluer, il faut démêler les effets environnementaux, chose qui est méthodologiquement impossible. Monsieur, puis j'arrive là, tu auras décidé si tu veux poser une question. Moi, c'était un peu, en gros, La question est pour qui? Pour monsieur... Ok, très bien. En gros, dans
quelles conditions elles sont faites les études pour pouvoir dire qu'on évalue en fait? Parce qu'en fait, finalement, est-ce qu'on n'évalue pas par exemple une capacité à résister à l'anxiété de passer des tests? Enfin, pour exemple, dans quelles conditions en fait, et à quel point ça peut être intrusif la façon dont on évalue si possiblement c'est individuel. Et par exemple, si on peut l'étude de l'agressivité qu'on se base sur l'étude de la police, s'il est agressif mais intelligent, il ne s'est peut-être pas échappé par la police. Très bonne objection. Je vais répéter ce que monsieur a dit. Donc, monsieur demande, est-ce qu'il n'y a pas, je vais reformuler, vous me dites si je suis fidèle à ce que vous êtes en train de dire, est-ce qu'il n'y a pas des biais méthodologiques, le fait que ces études sont en train d'être faites en laboratoire, donc pas dans un environnement écologique, on va dire, ça n'a pas d'impact sur les résultats qu'on trouve. Et l'illustration de cet exemple qui est donné, si un mec est violent et intelligent, il ne va pas se faire choper par les flics, et donc il ne sera pas dans votre étude, et donc est-ce qu'il n'y a pas des biais méthodologiques dans l'évaluation de ces choses? Est-ce que c'est fidèle à ce que je pense? Disons, ça, c'est une question comme la précédente que j'ai eue d'ailleurs sur la violence. C'est une question qui ne porte pas sur la génétique comportementale, qui porte sur l'ensemble de la psychologie, finalement, et de la sociologie, qui est, est-ce qu'on est capable de mesurer ce qu'on cherche à mesurer? Bon, oui, il y a plus de 150 ans de recherche en psychologie où on a essayé de déterminer les manières de faire passer des tests pour mesurer certaines fonctions cognitives, on a créé des questionnaires pour mesurer un certain nombre de choses, et pareil, les sociologues, ils ont créé un certain nombre d'outils pour mesurer ce qui les intéresse. Et voilà, ça c'est le travail propre à chaque discipline. La génétique comportementale, elle traite juste des phénotypes, et les phénotypes, elle les mesure avec les outils des gens qui les ont développés, ni plus ni moins. On utilise les travaux des psychologues, des sociologues et de tous les autres qui ont produit des outils d'évaluation. On fait ni mieux ni pire. Merci. Quand je pense 2 questions, si les soignants sont bons. Ah, une troisième, s'il vous plaît. Ok, 3 dernières questions. Après, il faut qu'on clôture. Ouais. Vas-y. J'avais une question en 2 parties. La première partie n'appelle pas forcément de réponse, c'est vraiment juste sur ma de mon point de vue. Vite. Oui, très vite. C'est un peu vite fait. Personnellement, j'ai pas trop compris le terme, parce que j'ai pas compris si on parlait de là, j'ai compris, on parlait de traits psychologiques, d'après ce que j'ai compris. Est-ce qu'on parle de traits physiques? On n'a pas trop parlé des traits physiques, par exemple, les génétiques. Donc, c'est peut-être parce que j'ai pas la notion du train individuel. Voilà, c'est juste une remarque. Après, ma question plus précise, c'est pour madame. Vous avez dit, par exemple, que voilà, au niveau de la sociologie, on a prouvé des effets, par exemple, de la fibre sur la réussite scolaire, etc. Voilà, vous avez proposé plusieurs choses. Et surtout, moi, j'ai envie de vous demander comment est-ce que vous avez pris en compte les biais potentiels génétiques sur vos études? Est-ce qu'autrement, vous savez que vos études ne sont pas biaisées par la génétique? On avait le mec violent, trop intelligent, qui sait pas jouer par les flics. Là, on a la fibre optique génétique. Et on va rendre compte. Le mec qui a la fibre, mais qui a des gènes de ouf. Non, ça ne nie pas qu'il y a que en fait, si on est super luxueux génétiquement et qu'on a un avantage environnemental, ben voilà, on va pouvoir s'émanciper encore plus. Ça ne nie pas. On va mesurer en fait l'effet de l'ajout de cette intervention sur, en fait, tout en contrôlant que c'est présent, par exemple, ces études, quand j'ai cité la fibre optique, on va comparer vraiment les gens qui sont juste de part et d'autre de la présence de la fibre, pour être sûr qu'il n'y a pas un effet de, voilà, c'est qui est territorial, qui est lié à un quartier donné. Donc en fait, voilà, ça ne le nie pas. Moi, en fait, encore une fois, je pense qu'on n'est pas différent, c'est pas que je pense que ça serait complètement absurde que je dise le contraire. Je dis qu'en fait, on n'a pas tous les mêmes conditions environnementales pour actualiser ce que nous avons comme prédisposition avantageuse ou désavantageuse par rapport à ce qu'on considère comme étant avantageux ou désavantageux. Mais par contre, oui, bien sûr que ça va influencer, mais d'une myriade de façons. J'ai juste dit, pourquoi prétendre qu'on arrive à évaluer cette part-là? Et puis aussi, les sciences sociales, elles subissent aussi des biais d'échantillonnage. Elles subissent aussi, des fois, aussi un déterminisme environnemental. Il faut se distancier aussi de ces mesures. Et il faut toujours revenir à cette complexité du vivant, tout simplement. Merci. 2 questions, si mes comptes sont bons. Oui. Alors, ma question pour M. Ramu. Il me semble qu'avec Laurent Moutron, vous me direz si je me trompe, mais vous soutenez que les critères même du diagnostic des troubles du spectre de l'autisme, ce sont les lâchers réfléchis.
C'est-à-dire que les gens qui n'auraient pas forcément été placés sur le spectre avant ont plus de chances de pouvoir l'être aujourd'hui, plusieurs raisons possibles. Alors du coup, dans quelle mesure on peut vraiment évaluer les influences génétiques sur ces traits-là, quand même les définitions de l'objet étudié évoluent aussi? Je pense qu'il est mieux à ça, donc d'un côté. C'est pas aussi pour l'enregistrement, répéter les questions. Ah oui. J'ai pas très bien. Donc, je vais répéter. J'étais en train de préparer le Mentimeter. Ok, donc la question c'est, bon, on sait que les critères diagnostiques de l'autisme ont été élargis, et du coup ça veut dire qu'un des objets dont on essaye de faire la génétique, ben, c'est un objet qui est mouvant, et du coup qu'est-ce que ça veut dire est-ce que c'est assez fiable de faire la génétique d'un objet qui bouge? Donc oui, c'est vrai que c'est un problème potentiel, hein, donc c'est un problème, oui, en théorie c'est un problème potentiel, et ça peut en être un vrai. Là, en l'occurrence, sur ce cas particulier, bon, les critères ont été élargis, c'est-à-dire que la nouvelle catégorie inclut toujours l'ancienne, et donc ce qui se passe, c'est que les gens qui ont le phénotype, finalement, ben, ça inclut les gens qui avaient les mêmes prédispositions génétiques que pour l'ancien autisme, plus des gens qui ont des prédispositions génétiques un peu plus faibles. Et ça pourrait se quantifier dans un score polygénique qui quantifie le niveau de prédisposition génétique à l'autisme. Et ben maintenant, un seuil plus faible va suffire à rentrer, enfin à prédire la catégorie diagnostique. Donc, dans la mesure où on ne change pas le phénotype qualitativement, c'est pas forcément un gros problème. Ça revient plus à ajuster un seuil. Après, évidemment, si on changeait le phénotype qualitativement, ben, on change le phénotype, on ne compare pas les anciennes données avec les nouvelles, évidemment. Merci. Deux dernières questions. Oui, j'avais une question pour... Je me concentre. Bon. Si j'ai bien compris, je ne veux pas caricaturer, mais vous avez dit qu'on est capable d'écrire des modèles causaux, donc vous avez dit que vous pensez à l'inférence causale dans le sens statistique, pour, par exemple, la fibre. En quoi est-ce que, si on arrive dans ces cas-là à démêler les facteurs confondants, dans quelle mesure, pourquoi est-ce qu'on n'arriverait plus une fois qu'on rajoute un autre bloc explicatif qui est la monétisme? Donc, monsieur pose une question en disant si on veut isoler la fibre optique dans des inférences causales, en tout cas dans des modèles causaux, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose quand on rajoute le facteur G? Parce que quand on prend en compte toutes les limites que j'ai citées, on se dit qu'en fait, il y a une très faible prédictibilité de ces études-là pour le moment, alors qu'en fait, on n'a pas besoin de jeter une enseignante ou un enseignant sous le bus pour qu'ils nous disent oui, ma méthode pédagogique influence l'apprentissage. Donc en fait, je trouve juste qu'il y a beaucoup de chantiers beaucoup plus solides, beaucoup plus causaux pour expliquer, et je n'ai aucun problème que ces études continuent à avoir lieu. Je dis juste qu'il y a des disciplines, en fait c'est surtout aussi le dialogue entre ces disciplines qui sont beaucoup plus légitimes de se prononcer sur ce qu'il faut qu'on fasse en société. Et parce qu'elles prennent en compte beaucoup plus la complexité de ces facteurs. Et des facteurs, que ce soit des discriminations, que ce soit des facteurs psychologiques, historiques, géographiques, qui sont alors prises petit à petit dans le domaine de génétique comportementale. Et on ajoute ce facteur, et puis on ajoute l'autre, et en fait, à chaque fois qu'on contrôle pour un des facteurs qui était invisible, les chiffres d'évaluation ne sont plus les mêmes. Donc en fait, je suis face à quelque chose qui est vraiment très situé à un temps donné, à un lieu donné. Je me dis, ok, intéressant, continuez, travaillez bien. Moi, je vais pour le moment, si je dois agir, si je dois me prononcer sur les actions, prendre ce qui a un niveau de preuve beaucoup plus avancé. Merci. Et je pense que la dernière question, si tu vas chercher le mot, tu te tâtes encore. Oui, donc une question par Karaki. Donc là, un peu mon rôle, parce qu'en effet, M. Ramu présente des preuves et tout, vous ajoutez les preuves. Et vous avez dit à un moment que vous accepteriez une preuve si on faisait une terre parallèle avec une expérience, etc. Plusieurs. Un multiple, les Avengers. Quelle preuve réaliste accepteriez-vous de l'influence de la vie? Donc, monsieur pose une question en disant quel est le seuil ou à partir de quel moment est-ce que vous accepteriez une preuve génétique?
Ben, en fait, je pense que quand on va s'intéresser à des traits qui ne sont pas aussi complexes que les choses sur lesquelles se prononce cette discipline. C'est-à-dire, en fait, je pense que ça ne sert vraiment à rien de chasser des fantômes. Ces traits sont très complexes et je suis aussi intéressée et curieuse de savoir ce qu'on peut amener. Mais je pense que vraiment, l'intérêt, c'est de se pencher sur toutes les questions qui sont médicales. Parce que c'est là où on peut vraiment faire des expériences qui sont liées à des traits qui ne sont pas aussi complexes que ceux que nous sommes en train d'analyser. Et même dans ce milieu-là, ces biais existent. Donc en fait, je pense que le dialogue, il commence à partir du moment où on avance en parlant au conditionnel, où on avance en disant on en est là, et on ne publie pas des essais pour dicter à la société ce qu'il faut qu'elle prenne comme mesure. Merci. Je pense. Oui, non. Ah, il y a un monsieur. Je voulais juste demander, est-ce qu'il y a une influence génétique dans le fait qu'il n'y ait que des hommes qui ont posé la question? En majorité à monsieur. Merci. Non, mais en fait, je m'interrogeais parce qu'en fait, j'ai le sens. Je vais avoir du mal. Moi, je suis hyper interactionniste, donc du coup, c'est compliqué pour moi ce débat. Mais j'ai l'impression de savoir que tu as beaucoup plus d'exigences quand il s'agit de génétique et beaucoup moins quand il s'agit de sociologie. Je n'arrive pas à comprendre en quoi ce serait plus juste, par exemple, de se satisfaire de certains biais sociologiques et moins parce que c'est génétique. Je m'explique, par exemple, en autisme, on commence à avoir des éléments autour de la génétique et finalement, c'est un facteur de justice à plein de niveaux. Donc, tu l'as dit au niveau médical. Je ne vois pas pourquoi ce raisonnement ne marcherait pas pour d'autres. Et donc, je ne comprends plus. Non, mais c'est juste la notion de justice. Et j'ai du mal avec cette idée de oh là là, c'est dangereux pour la justice sociale. Tout dépend de ce qu'on en fait. Mais que tout ça. Après, l'essai de Paige Jardin ne dicte pas les choses. Hein. Enfin, que nous, je n'ai pas lu. Mais, la question, c'est ça, c'est en quoi ça joue autant pour toi sur la justice sociale. Je n'avais pas saisi. Alors, je me suis méfiée. Faut que je répète. Ah, pardon. En quoi est-ce que ces études constituent pour toi un danger pour la justice sociale? Ah, voilà, c'est ce que je voulais dire, je reprends. Donc, je me suis méfiée de ne pas avancer les dérives historiques de ce domaine. Et là, on n'a pas à dire oui, mais c'est les vestiges du passé, parce que ça a tout le temps été grave de considérer qu'il y a une façon de naturaliser les inégalités sociales. Donc ça, c'est pas une nouveauté, mais si j'ai construit mon argumentaire là-dessus, on aurait dit homme de paille, gros homme de paille, j'ai une génération d'hommes de paille, parce que Franck n'aurait pas parlé de ça. Alors qu'en fait, non, je suis désolée, c'est complètement fondé de considérer que c'est dangereux de naturaliser nos différences. Après, je suis aussi critique des méthodes sociologiques. Non, mais non, c'est pas vrai. Là, il s'agit de cette question. S'il était écrit, est-ce qu'il est possible d'évaluer l'effet d'une éducation non genrée sur nos traits? J'aurais dit non, parce que où, comment, enfin voilà, on va pouvoir évaluer ça dans un contexte donné. Et je n'appelle pas à idolâtrer les sciences sociales et humaines. Je dis juste, invitons-la à table parce qu'ils sont experts des situations à laquelle nous sommes aveugles et à laquelle nous avons été historiquement aveugles. Donc on s'est trompé plein de fois. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire, attendez, c'est pas parce que ça s'est passé que ça va se produire? Je me dis, méfions-nous de cette dérive parce que elle est très facilement instrumentalisée. Il n'y a rien de plus apaisant que de considérer que notre place dans la société, elle est dictée par notre biologie. Il n'y a rien de plus apaisant de contrôler, de maintenir des systèmes de domination par cet instrument-là. Et donc, est-ce que les sociologues ne commettent pas des erreurs similaires? Si. Est-ce que j'ai prononcé le fait que je préfère une discipline à l'autre? Non. Je considère que nous sommes tous dans des formes d'impérialisme disciplinaire qui nous ferment sur nos méthodes. Il faut qu'on avoue que nous n'avons qu'une perspective de la complexité du monde et que nous gagnerons, c'est pas qu'on aura la réponse, mais nous gagnerons à croiser nos médiocrités chacun dans son domaine et de voir ce qu'on peut en faire. Ça, c'est Guillaume Meurice. Mon domaine,
merci beaucoup au public. Et là, on va arriver à notre 2 séquences de fin. Donc, vous allez avoir le temps de faire vos arguments de clôture. Vous avez 2-3 minutes. On est un peu laxiste sur ce point. Et après, je vais vous remettre 3-4 minutes. Et après, on va remettre le même limiteur. Vous allez revoter et je vous donnerai les résultats avant, après. On verra si ça a bougé, dans quel sens, etc. Et vu que Franck a eu l'argument d'ouverture, il commence par l'argument de clôture parce que tu auras le mot de la fin. Franck, 3-4 minutes. C'est parti. Ok, donc pour conclure, je trouve que c'est intéressant parce que finalement, ma conclusion elle a déjà un petit peu émergé d'un certain nombre de questions qui ont été posées, qui est finalement le constat qu'on est en train d'appliquer à la génétique comportementale, un standard différent de celui qu'on applique aux autres disciplines scientifiques, et qu'on lui demande plus, et notamment plus qu'à la sociologie. Donc par exemple, dans les arguments de Sama et d'un certain nombre de personnes, est revenu tout le temps la question des facteurs confondus, etc. Est-ce qu'on est sûr qu'on les prend tous en compte? Non, bien sûr. Mais en sociologie, est-ce qu'on est sûr qu'on les prend tous en compte? Non, non plus. Est-ce qu'on est sûr qu'on les mesure bien? Non. Est-ce qu'en sociologie, on est sûr qu'on les mesure bien? Non, non. Est-ce qu'on est sûr qu'on arrive bien décortiquer les facteurs génétiques, les facteurs sociaux? On essaye, mais bon, non, on n'est pas sûr. Mais en sociologie, est-ce qu'on le fait? Non, on le fait pas du tout, donc c'est encore pire. Donc, finalement, toutes les critiques qui s'adressent à la génétique comportementale, elles s'adressent à toutes les autres disciplines scientifiques qui, elles aussi, ont du mal à contrôler tous les autres facteurs et à expliquer tous les facteurs. Oui, évidemment, c'est difficile, mais finalement, le projet de la génétique comportementale, c'est d'essayer de toute façon de prendre en compte tous les facteurs. On s'appuie sur les sociologues pour mesurer les facteurs sociologiques, on s'appuie sur les psychologues pour mesurer les facteurs psychologiques, et ainsi de suite. Et après, l'idée, c'est d'essayer de prendre en compte tous les facteurs. Parce que finalement, Sama, il me semble, a une grande confiance dans les inférences causales que font les sociologues. Mais bon, quand même, sérieusement, quand on regarde les études sociologiques, il n'y en a qu'une fraction infime qui utilisent des designs d'inférences causales qui permettent vraiment de tirer des conclusions causales. Et l'essentiel de la sociologie, c'est de la corrélation entre des caractéristiques des parents et des caractéristiques des enfants, sans même imaginer qu'on puisse avoir un facteur confondant génétique. Il l'imagine même pas, donc de là à le contrôler. Donc le travail d'intégration des facteurs à différents niveaux et de toute la complexité de ces facteurs, il est fait du côté des études en génétique comportementale, en collaboration avec les études sociologiques. Et donc, finalement, toutes les critiques qui s'adressent à la génétique comportementale s'adressent aussi à la psychologie, à la sociologie, à toutes les disciplines qui prétendent dire quelles sont les causes de quelque chose et qui oublient un certain nombre de facteurs, et notamment génétiques. Donc, je pense qu'il est temps d'arrêter d'appliquer ce double standard à la génétique comportementale et de juste constater que c'est une discipline scientifique comme les autres, qui ne fait pas plus mal que les autres, elle le fait comme elle peut, avec les compétences de toutes les disciplines et avec les outils de mesure qui sont à disposition. Merci. Merci. Pour Sama. Maxime. On a brûlé son capital écran. Ok, moi je sens que j'ai plus grand chose à dire, sauf que je pense qu'on se rejoint sur la nécessité de critiquer tous les protocoles. Et pourquoi pas? Je veux dire que oui, bien sûr, quand je dis que j'ai confiance en le fait que en agissant sur des dispositifs scolaires ou en agissant sur le niveau socio-économique des gens, on influence leurs compétences. Est-ce que je suis biaisée? Disons que oui, je suis biaisée dans mon envie de croire que quand les gens vivent avec un meilleur revenu, ils s'en sortent mieux dans la vie. Okay. Donc, est-ce que je suis pas critique des démarches sociologiques? Si, et d'ailleurs, dans mes travaux, je critique aussi le déterminisme environnemental. Et par contre, en fait, on se rend compte que nous avons besoin de passer outre ces démarches réductionnistes et alors, est-ce qu'il y a quelque chose que je trouve plus absurde de réduire la complexité humaine au corps? Si. Parce que je trouve qu'en fait, quand on regarde l'environnement, c'est un peu plus intéressant. Mais en fait, on peut prendre ce problème par le haut en considérant que la biologie est sociale, que la biologie est politique. Ça veut dire qu'en fait,
ce ne sont pas deux façons différentes et séparées d'appréhender l'humain. Mais en fait, il faut qu'on fonctionne par réseau. Et il faut qu'on se méfie à chaque fois de refuser, de rejeter toute forme de connaissance supplémentaire qui peut s'ajouter. Ce que je disais, et ce que j'ai redit plusieurs fois, c'est que eux, ce qu'ils font, c'est-à-dire le cœur de leur discipline, c'est d'analyser les facteurs confondants. C'est ça. C'est-à-dire, c'est en fait juste posons-leur les questions sur qu'est-ce qu'on peut faire dans nos expériences, dans notre domaine. Et par contre, je vous rejoins sur le fait qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la rigueur des méthodologies de toute discipline. Et en fait, les sociologues ne sont pas nécessairement gauchistes qui cherchent. Donc, en fait, voilà, c'est un autre biais, parce que je sais à quoi vous pensez. Mais et en fait, voilà, je pense qu'il faut qu'on se mette tous à table et qu'on réalise que réductionnisme biologique et réductionnisme environnemental ou social, voilà, on va dans une impasse, qu'il faut qu'on croise nos connaissances et même en les croisant, on se dise que ça représente l'état actuel des connaissances. Et pour y arriver, il faut d'abord qu'on commence par parler avec un même vocabulaire. Parce que c'est là aussi que environnement, qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites que vous allez contrôler pour l'environnement? Et bien, les sociologues vont vous dire de quoi vous parlez. Et c'est là que ça devient riche. Ça va nous ouvrir des questions scientifiques dans toutes ces disciplines. Et je suis curieuse de savoir ce que ça peut donner. Merci beaucoup. Merci. Et pour finir, je relance mon intimidateur. Je vous remets. Qui a commencé à voter plutôt? Les personnes qui ont pris chez moi, annulez vos votes. Voilà, c'est passé. Vous allez sur menti.com, vous mettez le code et vous votez. On était à genre une soixantaine de personnes, on va essayer d'arriver à une cinquantaine avant de dévoiler les résultats. D'aller voir si le spectacle est fini. Non, c'est pas ça. On est à 24 personnes. 30, 41, 43, 47, 50. On va attendre, ça monte encore, donc j'attends. Après, je vais vous poser une question à main levée. Parce que j'ai la version gratuite de Mentimeter. Il faut financer la recherche. Financer les chercheurs. Alors, on est à 60, on va dire que c'est bon. Et pourquoi je vais vous poser une question? Parce que pas beaucoup bougé. Donc, au départ, on était à 3.4, donc c'est un Likert de 0 à 5. On était à 3.4 de oui. Et on a chuté à 3.2. Donc, le nom gagne à 0,2 points, mais avant de finir, j'ai juste une question. Maintenant, on peut faire ça à main levée. Est-ce que les personnes qui ont changé d'avis peuvent lever la main? Est-ce que, vu que j'ai une moyenne, ceux qui se connaissent en stats, voilà, on a perdu cette variance. Vous avez tous changé d'avis de sens similaire. Et donc, on s'est retrouvé un peu au même résultat, et je ne peux pas voir le détail. Nous, on est passé de 3.4 à 3.2. On peut changer d'avis en allant encore plus. En tout cas, les mouvements qui ont eu lieu ont passé le score de 3.4 d'accord à 3.2 d'accord. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que cet exercice était intéressant. Je ne sais pas si vous avez déjà été sur le débat. Moi, c'est un de mes formats préférés de discussion. C'est très difficile de ne pas participer. J'essaierai la prochaine fois d'être débattant. Merci encore. Très bonne soirée. Peut-être à demain, peut-être à tout à l'heure. Merci pour les